Salut à tous, j'espère que vous allez bien et ce soir, l'espace d'un podcast, j'aimerais revenir sur une œuvre qui m'a totalement bouleversé et que je considère dès lors comme étant un véritable chef-d'œuvre, un gros coup de boule dans la gueule que j'ai pris donc il y a quelques jours de cela, ce retour étant à chaud plus ou moins, c'est-à-dire que ça a un petit peu le temps de décanter, mais ça reste quand même, encore une fois, je reste dans un état un petit peu fébrile, si je puis dire, quand j'en parle, puisque c'est un film qui me marque, et dont des images restent d'emblée, en fait, gravées dans ma mémoire et sur ma rétine. C'est le second film, cette année, qui me met comme ça à terre, qui me terrasse, qui me laisse un petit peu exsangue, avec le Nightmare Alley de Guillermo del Toro, pour lequel j'ai pas encore posé véritablement quelque chose sur la chaîne, mais j'y viendrai incessamment sous peu. Et je dirais d'ailleurs que si je fais un petit bilan de ces 6 premiers mois de l'année 2022, pour moi, les deux films que je mets en tête d'emblée sont Nightmare Alley et ce dont on va parler aujourd'hui, à savoir Men de Alex Garland. Alors, Alex Garland, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup. Alors je l'aimais beaucoup déjà à la base en tant que scénariste, puisque fondamentalement mon film favori de Danny Boyle c'est Sunshine, dont Alex Garland est le scénariste, et je trouve que c'est certainement l'un des meilleurs films à mes yeux. C'est un film qui me prend vraiment aux tripes de Danny Boyle, parce que je trouve que son scénario est absolument exceptionnel. Et donc voilà, bon, il y a aussi 28 jours plus tard, qui est un très très bon film, et qui est aussi l'œuvre d'Alex Garland au scénario. Et je parlerai aussi rapidement d'un film que j'aime un peu moins, qui est La Plage, et qui est un roman d'ailleurs qui a été écrit par Alex Garland à l'origine, qui est un film qui moi me plaît un peu moins. Mais voilà, pour déjà situer ça, si je puis dire, les deux films que je préfère d'Danny Boyle, qui sont 28 jours plus tard et surtout Sunshine, sont l'œuvre déjà de Alex Garland. Dès lors, quand il passe à la réal, deux films qui pour moi sont extrêmement importants. Ex Machina, qui est une œuvre que, pour ma part, je montre tous les ans à mes élèves de terminale, parce que je trouve que philosophiquement, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant à travailler. Alors, c'est pas un film très subtil, mais je pars du principe que Alex Garland n'est pas un auteur subtil, d'emblée, en fait. C'est-à-dire que le symbolisme qu'il utilise est assez direct et tout est assez clair, mais c'est pas pour moi un défaut, en fait. C'est clair, mais jamais véritablement lourd, et je trouve que ça ouvre toujours sur un abîme de questionnement. Alors, c'était déjà le cas, dans ces scénarios. Je pense encore une fois à Sunshine, que je trouve d'une profondeur absolument phénoménale. Et ce qui est intéressant chez Garland, c'est qu'à chaque fois, et je pense à Sunshine en pensant à ça, c'est un film qui est fondamentalement viscéral, et je trouve que la métaphysique passe fondamentalement par les émotions, sur les émotions qui sont vecteurs de concepts métaphysiques. Et dans Ex Machina, quand même, c'est un film peut-être un petit peu plus froid, je trouve qu'il y a un petit peu le même système quand même. Je trouve que c'est un film qui, moi, me touche en fait vraiment très très profondément, et je trouve que c'est par ce biais-là, par le prisme des émotions, qu'on arrive à saisir, si je puis dire, les concepts métaphysiques qui sont travaillés par l'auteur. Viendra par le site Annihilation, qui pareil est un film, alors sur lequel j'ai quelques petites réserves ça et là, notamment sur le final, que je trouve au demeurant extrêmement beau, mais je trouve pour le coup un tout petit peu poseur, mais alors du reste je trouve le film assez incroyable dans sa volonté d'être une forme de version survival féministe de La couleur tombée du ciel de Lovecraft, un petit peu, je trouve, ce côté-là. Alors c'est important, je parle de féminisme d'emblée, mais c'est toujours le cas en fait dans la filmo d'Alex Garland, et pour reprendre voilà Ex Machina, puis pour le coup Annihilation, ce sont des films, d'abord des films de femmes qui traitent de féministes, qui traitent de femmes qui s'affranchissent du patriarcat. C'est quelque chose qui est très très important chez Alex Garland, et les figures masculines sont souvent, pour ne pas dire tout le temps, des figures patriarcales qui exercent de manière consciente d'ailleurs ou inconsciente une pression sur les femmes que l'on va suivre, dont on va suivre le récit fondamentalement, et dont fondamentalement l'un des enjeux principaux du récit va être leur affranchissement. Il en est même dans Men, mais ça nous y reviendrons dans quelques instants. Petite chose importante aussi que je retrouve et qui me plaît énormément chez Alex Garland, pour refaire un petit truc, un petit topo un peu général, ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est cette capacité qu'il a à produire des images qui suscitent chez le spectateur une sidération. Il y avait ça dans Ex Machina, dans ces moments en fait où on découvrait finalement ces robots, qui étaient pour le coup des femmes et qui étaient assujettis à des hommes, qui étaient d'ailleurs consciemment, encore une fois, ou inconsciemment les porteurs, les vecteurs du patriarcat. Il y avait ces moments justement où elles se dénudaient, mais où elles retiraient leur peau, et qu'elles voyaient en fait, nous spectateurs, on découvrait leur nature robotique, si je puis dire. Et il y avait ces images qui sont extrêmement fortes, toujours avec des effets spéciaux qui sont généralement extrêmement chiadés, extrêmement beaux. Et ça me plaît beaucoup, parce que c'est une image qui me reste en tête. Cette manière dont il a de figurer la robotique,
de susciter l'Uncanny Valley, hein. On y reviendra un petit peu sur la question de la vallée de l'étrange et pour le coup sur la question de l'inquiétrangeté au travers de Men, mais il y a ces images-là en fait qui restent, je pense à une séquence que vous connaissez tous aussi dans Annihilation, qui je pense certainement la plus marquante, avec cet ours aussi qui pousse des cris de femmes aussi que je trouve complètement terrifiant. Il y a cette manière chez Alex Garland en fait de ménager un véritable suspense avant d'arriver à cette sidération, c'est-à-dire que la sidération ne jaillit jamais véritablement dans le cadre, elle est préparée, il y a un build-up qui amène à cette image qui va d'autant plus vous sidérer qu'elle est préparée, qu'elle est amenée tranquillement, qu'elle est amenée et qu'elle suscite une véritable angoisse, une véritable appréhension chez le spectateur. Il y a vraiment ça chez Alex Garland, cette idée d'appréhension comme somme de toutes les peurs. Et je pense notamment à la séquence d'emmène du tunnel, qui est un moment d'angoisse, de terreur, qui est un truc absolument cauchemardesque, qui est pour le coup un véritable moment d'appréhension, pour reprendre encore une fois Wittgenstein, comme somme de toutes les peurs. Donc, le féminisme, les images sidérantes, le travail sur les mythes, il y a quelque chose aussi qui est très récurrent chez Alex Garland, le mythe d'Icare, notamment, je prends quelques exemples, hein, le mythe d'Icare dans Sunshine, par exemple, là il était pour le coup juste au scénario, le mythe de Prométhée qu'on retrouve de manière récurrente, hein, je pense notamment dans 28 jours plus tard, évidemment dans Ex Machina, et là ici on verra dans Men, il y a encore pas mal d'illustrations mythologiques, mythiques, puisque pour le coup, Men est aussi et fondamentalement de la folk horror, et donc il s'appuie sur nombre de mythes. Il y a ce travail de confluence entre les mythes païens et des mythes chrétiens qui est vraiment intéressante, mais ça j'y reviendrai un petit peu plus tard. Je parlais des mythes, il y a aussi cette question-là de mythes comme étant, encore une fois, un phénomène culturel. Il y a toujours ce travail aussi chez Alex Garland de la nature et de la culture, cette manière, dans son cadre, de faire ressortir, de faire ressentir la dichotomie nature-culture. Et ça, il joue souvent sur un truc que moi je trouve intéressant, et là qui est pour le coup très, très fondamentalement de la mise en scène, et je trouve qu'il l'utilise à merveille à chaque fois. Il joue énormément sur la focale, sur les courtes focales, et ce qui lui permet justement de faire énormément d'effets de tilt shift. Grossièrement, on peut traduire ça, enfin c'est traduit comme ça en français, c'est-à-dire l'effet maquette, où il va fondamentalement arriver avec des focales très très courtes, ce qui va permettre en fait d'écraser la profondeur de champ, et on va avoir une sorte d'aura en fait floue autour des sujets qui sont filmés, qui sont dans le cadre, et que ceux-là vont être extrêmement nets, et ça donne cet effet de maquette. C'est un truc notamment que vous retrouvez énormément chez Ari Aster, je pense dans Hérédité en particulier, puisque justement il y a ce travail sur la symbolique entre les maquettes que produit l'héroïne et le fait que leur maison est traitée comme une maquette aussi, les pièces sont traitées comme ça justement parce qu'on a ces effets de tilt shift et qui écrasent cette profondeur de champ. Et ce travail sur la courte focale mais aussi sur la longue focale, c'est un truc qu'on retrouve énormément chez Alex Garland, et notamment lorsqu'il s'agit d'illustrer en fait cette dichotomie nature-culture. Je pense énormément à tous les plans en fait qu'on a dans Ex Machina, où on montre justement le laboratoire secret, si je puis dire, du personnage qui est interprété par Oscar Isaac, et qui se trouve dévoré par la nature. Et vous avez ces moments en fait où il y a des plans extérieurs, ces rares moments où on voit justement ces petits morceaux de culture, de technique au sein de cette nature qui semble la dévorer en fait, pour montrer encore une fois, dans la plus pure tradition, je puis dire, du mythe de Prométhée, que la nature, dans une certaine mesure, prendra et supplantera tous les efforts de l'homme à essayer de la contrôler. Et là, pour le coup, vous avez ces effets aussi de tilt shift qui sont vachement utilisés pour justement faire ressortir ces tout petits éléments techniques au sein d'un énorme flou naturel, et je trouve ça vachement intéressant. Ce qui faisait aussi que le laboratoire était vraiment traité comme une maquette en fait au sein de Ex Machina. Donc il y aurait énormément de choses à dire sur ces films-là, mais pour le coup, bon, il n'en sera pas assez, c'est pas le but ici, mais j'avais quand même envie d'évoquer le fait que c'est fondamentalement Alex Garland, un auteur qui me fascine au plus haut point. Donc j'adore en fait l'approche du genre, j'adore la mise en scène. C'est un type qui fondamentalement assume le genre, c'est-à-dire il l'assume au sens le plus noble du terme, c'est-à-dire qu'il prend pas le genre de haut, en fait il utilise le genre pour fondamentalement effectivement amener, mais c'est la base du genre, mais par le prisme des émotions, moult réflexions métaphysiques absolument passionnantes. Alors, je dis métaphysique, mais c'est aussi social et politique, puisqu'il sera dans le cas, entre autres dans Men aussi, où le film est effectivement une autopsie sociale, et de la question notamment du patriarcat. Venons-en à Men. Donc tout d'abord, qu'est-ce que ça raconte? On suit le personnage d'Harper, qui est interprété par l'exceptionnel Jessie Buckley, que j'avais pu découvrir il y a 1 ou 2 ans de cela, dans Je veux juste en finir de Charlie Kaufman, qui était sorti sur Netflix, et que j'avais trouvé fondamentalement très très chouette, et je la trouvais
surtout elle absolument extraordinaire dans le film, et là pour le coup, ici c'est exactement la même chose, elle est absolument exceptionnelle. Mais pour le coup, l'antagoniste aussi, et ça on va y revenir un petit peu plus tard. Pour le coup, donc on suit cette jeune femme qui va un petit peu se mettre au vert après avoir subi un drame, une tragédie même personnelle, particulièrement violente, et elle espère, dans cette grande maison, grande bâtisse qu'elle loue, elle espère, si possible, commencer en tout cas sa reconstruction. Et au cours de ces petites balades dans la campagne anglaise autour de cette très très belle maison, elle va se rendre compte qu'il y a une présence qui semble en tout cas errer dans les forêts, l'épier peut-être, et pourquoi pas la suivre et la poursuivre. Restons flous pour l'instant, même si fondamentalement, et je le dis d'emblée, ce retour en fait sera full spoiler, hein, on va pas s'embêter parce que c'est très compliqué fondamentalement de traiter en fait le film sans spoiler un minimum et un maximum je dirais même, donc je vais être obligé un petit peu de rentrer dans les détails. Donc voilà, si vous n'avez pas vu le film et que vous ne voulez pas être spoilé, je ne vous conseille vraiment d'en lire le moins possible et d'y aller comme ça, parce que je pense qu'il y a tellement de choses, en fait, le spoil arrive fondamentalement très très vite, c'est un film qui est tellement surprenant, qui est tellement riche qu'il faut vraiment rien en savoir. Donc moi je vous le dis d'emblée pour ceux qui potentiellement ne l'auraient pas vu, de revenir plus tard, moi je vous le conseille d'emblée fortement, pour moi c'est un chef-d'œuvre de toute manière, donc allez-y. Pour ceux qui, pour le coup, soit s'en foutent, soit veulent effectivement continuer et se lancer dedans, eh bien on va un petit peu creuser la chose. Donc très vite, le personnage de Harper, qui est dans cette maison, va rencontrer un petit peu le maître des lieux qui loue ce bâtiment-là, qui est un personnage très 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 étrange, qui est interprété par Rory Kinnear, et alors lui aussi absolument incroyable dans le rôle. Et là, d'emblée, on va commencer à spoiler de toute façon dans les rôles, et c'est ça qui est très intéressant. Je vous parlais tout à l'heure, au tout début, avant qu'on vienne à Maine, je vous parlais donc de Annihilation avec cette idée de l'ours, qui est cette vision absolument cauchemardesque et sidérante. Mais Alex Garland, dans Annihilation, prenait énormément de temps avant que l'ours apparaisse et qu'on comprenne vraiment, en jouant justement sur ce cri féminin qu'on entendait de loin. Donc les héroïnes se posent la question, c'était une de leurs amies qui était en danger, qui avait disparu, il me semble, à ce moment-là du récit. Et progressivement, l'ours rentrait dans la pièce, on l'entendait toujours pas crier, on savait pas que ce cri émanait de l'ours, et c'est à un moment donné où il y a une sorte de climax intra-séquentiel, si je puis dire, dans lequel on se rendait compte que finalement l'ours et ce cri étaient la même entité. Et c'était à ce moment-là que ça devenait véritablement terrifiant, parce que là, pour le coup, vous avez une vision, une sorte de truc, de paradoxe radical qui jouait au sein de ce monstre. Et là, c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire que on sait à peu près assez vite où on va. C'est-à-dire que quand on voit le personnage qui est interprété par Rory Kinnear au début et qui fait ce premier personnage dans la maison, qui est un petit peu étrange mais sympathique, un peu débonnaire si je puis dire, et qui commence à discuter, alors qui est un petit peu intrusif parfois, mais qui reste quand même plutôt sympathique globalement, on voit que sur son visage déjà on sent en fait, c'est-à-dire que l'effet spécial dans le film, et ça que je trouve vraiment intéressant et qui crée cette inquiétante étrangeté et ce côté, si je puis dire, quasi uncanny valley pour le coup, si on traite la question technique pure en fait, puisque l'uncanny valley ça émerge de la technique à proprement parler, donc il y a l'inquiétante étrangeté au sein du récit et l'uncanny valley dans les questionnements techniques qu'on peut se poser sur la manière dont le film a été fabriqué. Ce qui est fascinant justement, c'est qu'on perçoit d'emblée qu'il est maquillé, qu'il est très maquillé. Et donc, sachant qu'il est très maquillé, notamment il a un nez, un gros nez, on sent que quelque chose va émaner de ça, forcément, c'est obligatoire, il y a quelque chose d'emblée un petit peu grotesque, mais au sens, moi, très positif du terme, qui fait que lorsqu'on va croiser les divers autres personnages qui gravitent dans le village, qui se trouve à quelques kilomètres à pied de la bâtisse, on va voir plein d'individus et très très vite on va se rendre compte que finalement, et c'est immédiatement sur à quoi ça me fait penser, c'est à cette séquence dans la peau de John Malkovich où on a de Spike Jonze, où on a John Malkovich qui entre dans son propre esprit et qui se retrouve dans un monde avec que des John Malkovich partout, qui chaque individu qui va croiser c'est John Malkovich, et là on a ce truc là qui est hyper intéressant, c'est-à-dire qu'on voit en fait que tous ces personnages sont interprétés par le même personnage, ils sont maquillés, on a même un enfant qui pour le coup rajeuni numériquement, c'est-à-dire qu'on a Rory Kinnear qui est rajeuni numériquement pour avoir ce visage d'enfant, mais pas vraiment, et donc l'effet spécial finalement est parfait dans son imperfection, et ça je trouve ça assez génial, parce que ça crée véritablement cette uncanny valley, cette vallée de l'étrange, et ça suscite
à échelle du récit, si je puis dire, l'inquiétante étrangeté qui met fondamentalement si mal à l'aise. Alors d'ailleurs, cette inquiétante étrangeté, elle est non seulement un carburant du récit, quelque chose qui va susciter l'émotion du spectateur, un dérangement, un malaise, mais aussi symboliquement elle a un sens. Et ça, on va revenir un petit peu plus tard, mais pour l'instant, je reste sur fondamentalement le récit fantastique à proprement parler. Donc on a effectivement ce Rory Kinnear qui joue l'intégralité des personnages du village, le vicaire, l'enfant, le policier, on a les individus qui sont dans le pub, le gérant du pub, etc. Donc il joue tous ces personnages-là avec un maquillage encore une fois assez prononcé, voire encore une fois ce rajeunissement numérique sur l'enfant ou le jeune, et c'est ce qui crée en fait ce vrai malaise en fait, et qui fait qu'on anticipe énormément les choses. On voit encore une fois les effets-là, le maquillage et l'effet numérique, ils se voient, mais c'est justement, je répète, mais c'est parce qu'il est imparfait qu'il est pour moi parfait. Parce que l'imperfection fait partie de ce que l'auteur veut susciter chez soi. C'est-à-dire que c'est fondamentalement une note d'intention. Et ça, je trouve ça assez génial parce que ça crée vraiment ce climat très étrange où on voit qu'il y a quelque chose qui cloche. On voit qu'il y a quelque chose qui va pas. C'est dans une certaine mesure vraiment nous fondre dans le point de vue de l'héroïne qui, elle aussi, voit qu'il y a quelque chose qui va pas. Elle ne sait pas vraiment déceler quoi, mais elle voit qu'il y a un truc qui fonctionne pas. Je vous parlais justement tout à l'heure du tilt shift. On en a pas mal de moments en fait qui sont intéressants là-dessus, alors notamment dans le travail de la nature, mais là pour le coup c'est simplement qu'il joue en fait sur la distance focale. Donc on a pas mal travaillé sur la longue et la courte focale, plutôt sur une longue focale par exemple dans cette incroyable scène du tunnel, qui est une scène musicale aussi qui est absolument hallucinante, où on travaille aussi sur une forme de théâtre d'ombre avec alors on voit quelques éléments dans la bande-annonce, et je trouve cette séquence absolument terrifiante, véritablement en plus parce qu'elle a fondamentalement énormément de sens. Et pour le coup, en plus, on a le tilt shift est utilisé à pas mal de moments pour créer aussi et susciter cette inquiétante étrangeté. Je pense notamment à ce plan où on voit pour la première fois l'homme nu, qui est un autre personnage, et je vais revenir un petit peu après dessus, qui est dans le village aussi, qui est un personnage très étrange, qui a poil en fait tout le film. Et il y a ce moment-là où il est dans la forêt, où il la suit, et il y a ce plan sur une sorte de vieille ferme abandonnée, et là il va utiliser en fait le tilt shift pour vraiment donner cette impression encore une fois d'étrangeté, où on a l'impression de voir une maquette devant, et c'est très 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 bizarre en fait. L'idée encore une fois est toujours d'utiliser ces effets pour nous fondre en fait dans la perception biaisée que l'héroïne a de la réalité, et qui est fondamentalement conséquentielle de ses traumas. C'est-à-dire que plus le récit avance finalement, c'est un récit de reconstruction, plus elle va se reconstruire, et plus sa perception du réel va devenir, si je puis dire, normale. C'est tout fondamentalement cette perception biaisée du réel, qui est une perception angoissante, malaisante, terrifiante, cauchemardesque du réel, est la conséquence de son trauma, qui est cette tragédie dont je vous parlais tout à l'heure, qui est le suicide de son mari qui est pour le coup un véritable mal toxique. Il y a cette ambivalence évidemment très simple qu'on peut faire entre le mal M-A accent circonflexe L-E et le mal M-A-L pour le coup, et ce personnage voilà parce que le film parle fondamentalement de la masculinité toxique et du patriarcat, ce que j'ai déjà posé en amont. Pour revenir sur la question du mythe justement et de la folk horror, parce que le film est fondamentalement un film de folk horror, on a beaucoup de mythes qui sont traités, et on travaille en fait ces mythes un petit peu ensemble. Il y a une sorte de confluence qui se crée entre... Alors moi je trouve que cet homme nu est intéressant parce qu'il évoque fondamentalement le personnage d'Adam aussi, qui est ce premier homme, qui est cette incarnation, si je puis dire, originelle du patriarcat. Et ça c'est assez intéressant puisqu'en plus il y a dans le jardin en fait de la bâtisse, il y a ce pommier. D'ailleurs, la première chose que fait Harper quand elle arrive dans la bâtisse, c'est croquer la pomme, le fruit défendu, tout ce que vous voulez. Donc, il y a fondamentalement ce truc-là qui est posé. Et puis, c'est Adam, c'est ce personnage qui est tout le temps nu, qui erre nu dans une sorte d'Éden un peu étrange. C'est pour ça aussi qu'il y a ce travail sur la nature aussi, qui est encore une fois très très obsessionnel. Chez Alex Garland, il y a cette idée effectivement que la société pervertit l'homme, que la culture pervertit l'homme, qui est quelque chose qu'on retrouvait dans Ex Machina, dans Annihilation aussi. Et là, pour le coup, ici, c'est très bien traité aussi, où on montre cette nature, cette Éden qui semble entourer, si je puis dire, cette bâtisse-là et ce village un petit peu étrange. Et pour le coup, vous avez ce personnage d'Adam, en fait, fondamentalement, qui gravite autour de la maison. Et puis, on peut mixer ça, alors qui est pour le coup... dû au folklore chrétien, mais à un folklore beaucoup plus païen, puisque c'était aussi de l'homme vert qu'on voit sur la vasque à l'intérieur de l'église, qui est ce personnage, et on le verra justement à la fin, qui a des plantes qui lui poussent sur le visage,
qui est une figure à la base païenne qui vient d'Asie mineure, il me semble, pour avoir un petit peu lu dessus parce que je me suis renseigné à la suite, et qui est plutôt une figure du renouveau, de la renaissance. C'est fondamentalement tout le parcours d'Harper, hein, qui a une renaissance progressive, et puis la question de la naissance va intervenir en fait de manière extrêmement claire sur la fin du récit, avec ce basculement dans le body horror pur, sur la question de la renaissance, mais c'est aussi le parcours d'Harper. C'est pour ça au passage, hein, je le pose d'emblée, pour moi c'est un film qui est très optimiste en fait. On part évidemment de la base qui est une base fondamentalement cauchemardesque, dépressive, terrifiante, et la jeune femme Harper va progressivement s'extirper de tout ce marasme là, affronter ce patriarcat, affronter ce traumatisme qui est inhérent à l'humanité et à cette partie de l'humanité qui est l'homme fondamentalement, et qui s'octroie le droit d'écraser, de pressuriser la femme, et tout ça progressivement en fait elle va sortir de ça, elle va affronter cela. D'ailleurs elle affronte au terme du film son mari, qui est finalement cette ultime naissance auquel va donner naissance la créature, si je puis dire, ou l'entité démoniaque qui semble régir ce coin en fait un petit peu paumé de la campagne anglaise. Donc pour revenir à l'homme vert, cette idée aussi, l'homme vert c'est un personnage qui meurt, qui revit, qui a un lien aussi avec la nature, pour revenir à la nature dont je parlais tout à l'heure. Il y a la question des oiseaux, en fait c'est un être, une créature qui est très proche des oiseaux, il y a notamment un passage avec un oiseau aussi qui percute une vitre. Donc il y a tous ces éléments-là, c'est un motif architectural hein, qui est devenu pour le coup, puisque c'est ce qu'on voit, on le découvre, cette vasque à l'intérieur de l'église, et c'est un motif aussi ornemental. Alors il y a plusieurs représentations, en plus c'est intéressant, puisque je pense que Alex Garland s'est beaucoup renseigné sur la chose. Il y a cette passe où il a la tête feuillue de base, et qui devient ce qu'on appelle la tête vampirique dans un dernier temps, qui sera la dernière séquence du film, quand lui apparaît véritablement et que tout ce feuillage lui pousse sur le visage. Ce visage, donc je disais, il est ornemental, il ramène aussi, c'est un truc qu'on retrouve en Grande-Bretagne, dans les églises, mais aussi dans les pubs. Bref, il y a tout si je puis dire, ce folklore païen qui est ici, et qui est lié de près ou de loin, ou en tout cas, ce cher ami Alex Garland relie au mythe d'Adam et Ève aussi. Et tout ça, en fait, pour parler fondamentalement de la masculinité toxique. Il y a une forme d'hybridation, en fait, de l'homme vert et d'Adam. Et cette hybridation, je parle d'hybridation parce que pour moi c'est pas anodin, alors c'est quelque chose aussi qui est très présent chez Alex Garland, l'hybridation, la question du corps fondamentalement, l'hybridation entre le corps, la chair et la technologie dans Ex Machina, l'hybridation entre divers corps dans Annihilation, où on avait ces hybridations, ces monstres, ces chimères au sein de la zone contaminée. Donc il y a tout ça, et puis bon, fondamentalement la question du double en fait est très très présente chez Alex Garland de toute manière, continuellement aussi. Annihilation, on avait directement en fait fondamentalement des doppelgangers qui sortaient de la zone, donc mais après pour le coup avoir été modifié, changé, altéré par cela, et donc là pour le coup on a tout ce fond là qui est hyper intéressant, qui est assez fascinant et qui va progressivement donc mener à du pur body horror. Et la séquence de fin est à ce point-là absolument incroyable. Moi, je crois, je suis encore sidéré. Je pense que c'est une séquence qui va me rester, je pense, toute la vie en tête, qui est cet enchaînement de naissances, puisque l'héroïne donc va se retrouver confrontée à ces hommes, à un de ces hommes en particulier, et qui va fondamentalement, au fur et à mesure, donner naissance aux autres hommes. C'est-à-dire qu'il y a tous ces hommes qui vont encercler sa maison, ils vont s'alterner, ils semblent être plusieurs, interprétés, donc une fois ils ont le même visage, et ils disparaissent, et un autre apparaît et elle se fait agresser. Alors en plus ils ont les mêmes blessures, il y a tout ce fond là avec la blessure qu'elle va faire à la main, avec pareil je trouve visuellement sur le travail sur le corps, il y a cette main qui est tranchée en deux de manière si je puis dire à l'horizontale, je pense que vous comprendrez pour ceux qui l'ont vu, hein, avec une main vraiment scindée en deux, qui donne des plans hyper dérangeants, hyper intéressants, avec ce visuel avec la cheville aussi cassée, donc avec cette maltraitance qu'on a du corps, hein, et qui ramène, et c'est pour ça que moi je pense que dans le film il y a presque une idée de boucle temporelle qui irait avec cette idée finalement que le patriarcat ne cesse de se générer lui-même, il ne fait qu'accoucher de lui-même continuellement, c'est une sorte de truc dont on ne peut sortir, c'est une sorte de boucle encore une fois, dans laquelle on est bloqué. Alors justement l'héroïne va justement rompre ce cercle-là, mais il y a quand même cette idée qu'il y a cette boucle dont on ne peut pas sortir, et donc vous avez cette séquence de fin où l'un des personnages interprété donc par Roy Kinnear, qui est un des personnages du village, va donner naissance. Il a un énorme ventre et donner naissance à un autre personnage qui va donner naissance à un autre personnage qui va donner naissance à un autre personnage, dans une sorte de séquence orgiaque gore extrêmement étrange et que je trouve visuellement vraiment incroyable, qui justement joue
je parlais tout à l'heure du rajeunissement numérique de Requenir sur un personnage en particulier, sur l'imperfection des effets spéciaux qui justement, parce qu'ils sont imparfaits numériquement, sont absolument parfaits, parce ils suscitent cette étrangeté véritable. Tout cela pour aboutir à la renaissance de son mari au terme de ce jeu de poupée russe. Et pour le coup, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a toujours cette idée, ce jeu d'appréhension, d'attente, de construction, puisqu'évidemment, les blessures dont je parlais tout à l'heure, cette main qui est atrocement mutilée, cette cheville qui est brisée, ramènent au stigmate de son mari lorsqu'il a chuté du je ne sais pas combienième étage de l'immeuble avant de s'écraser au sol, de s'empaler la main sur une flèche en haut d'un grillage et de se briser, de se disloquer la cheville. Et donc il y a toute cette attente qui fait que à terme en fait c'est intéressant puisque tout est lisible comme ça. Et ça ramène, comme je vous le disais, à cette idée de la boucle, encore une fois, qui pour moi est aussi quelque chose d'important, quelque chose presque de la boucle temporelle. Et la séquence est véritablement incroyable, elle est complètement folle vivante, c'est complètement taré. Et finalement en plus elle est extrêmement porteuse de sens, c'est-à-dire qu'on est dans du grotesque certes, mais un grotesque qui est excessivement dérangeant dans la manière qu'il a en fait de traiter une véritable réalité sociale et politique. Et là, on a véritablement un climax qui est excessivement fort, qui a été construit tout du long. Finalement, dans une certaine mesure, je disais un petit peu tout à l'heure avec l'ours, mais on s'attend à ce truc-là en fait. Dans une certaine mesure, on s'y attend pas à ce point-là, peut-être pas dans cette expression graphique-là, mais on s'attend à ce truc-là. Mais à ce jeu de poupée russe gore purement body horroresque, c'est assez hallucinant visuellement à regarder. Et c'est complètement captivant, et on est entre le dégoût et la fascination, parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement beau en fait visuellement aussi, qui fait que voilà, on est brassé, cette séquence-là elle est incroyable parce qu'elle brasse tout un tas d'émotions hallucinantes. Et ce que je trouve fou justement, c'est qu'on a, moi c'est une séquence fondamentalement qui est unique, dans une certaine mesure, moi je l'avais déjà vue autre part. J'ai pensé immédiatement à Gozu de Takashi Miike, évidemment, avec le final de Gozu. Et peut-être d'ailleurs est-ce une référence ou peut-être un clin d'œil de la part d'Alex Garland à Gozu, peut-être, parce que je pense que c'est un des rares endroits, je crois qu'il y a dans l'hôpital et ses fantômes aussi de Lars von Trier où on a ce type d'adulte qui accouche d'un autre adulte. Là le fait est que c'est un homme en plus qui accouche d'un autre homme, ce qui n'était pas le cas dans Gozu, pour le coup c'est une femme qui a accouché d'un homme adulte, mais au niveau du plan c'est assez proche de ça, mais ce qui est génial en fait c'est qu'on a ce premier truc, ok on prend la chose, et ensuite il l'enchaîne, et ce qui est intéressant au passage c'est que l'accouchement ne se fait pas par le même endroit du corps, donc ça devient complètement taré, ça ne semble obéir à aucune règle, et c'est ça qui fait qu'on est complètement perdu et qu'on perd totalement pied. Et en même temps, encore une fois, ça a du sens, c'est-à-dire que tout ce truc-là, qui ne semble régi par aucune règle corporelle et biologique rationnelle, certes, bah c'est totalement compréhensible, c'est complètement intellectualisable, c'est totalement intellectualisable, et on comprend parfaitement ce que veut nous dire Alex Garland pour nous parler de cet engendrement, cet auto-engendrement du mal, et pour le coup dans la double orthographe qu'on peut lui donner, MAL et MA avec ses circonflexes LE, qui ne cesse d'engendrer le mal, qui ne cesse d'engendrer le mal, si je puis dire. Le mal MA avec son circonflexe LE, qui ne cesse d'engendrer le mal MAL. Et ça, je trouve ça assez incroyable d'aller jusque-là, parce que c'est d'une radicalité absolue. C'est-à-dire qu'Alex Garland n'a jamais cette idée, je le disais tout à l'heure, de prendre le genre du haut. Il utilise le genre pour pouvoir justement, et dans toutes ses possibilités, dans toute sa folie, dans toute sa générosité émotionnelle et graphique, pour pouvoir susciter en fait un véritable discours. Et ça c'est absolument génial. Et encore une fois, c'est pas un discours asséné de manière, si je puis dire, extrêmement rébarbatif, didactique. C'est à vous de tirer tout cela de vos émotions, de ce que va susciter chez vous ce truc que vous êtes en train de regarder. Et tout cela, toute cette angoisse, tout ce génie pour travailler le cinéma fantastique et le cinéma horrifique, et de faire un véritable film fantastique et un véritable film d'horreur, sans encore une fois le prendre comme prétexte pour autre chose. Simplement, encore une fois, il fait du fantastique et de l'horreur comme étant une fin en soi, mais en même temps il nous amène à nous questionner aussi, c'est-à-dire que pour le coup ce n'est pas qu'un moyen pour arriver à une fin, on va dire ça un petit peu plutôt dans ce sens là, pour nous expliquer, pour nous raconter cette reconstruction. C'est pour ça que je dis que pour moi c'est un film très positif, parce que le personnage d'Harper, plus le récit avance, plus elle se reconstruit. C'est difficile, c'est dur, et nous on le ressent, ça, on a cette angoisse, déjà le fait qu'elle se ressente complètement oppressée par tous ces hommes qui l'entourent, qui sont tous des incarnations du patriarcat. On a la religion fondamentalement avec le personnage du vicaire, l'enfance et l'éducation avec la version très jeune du personnage de Requenir. On a l'autorité, et l'autorité notamment l'autorité policière, pour ici l'autorité politique, avec pour le coup le flic. On a tous ces éléments-là qui sont que des itérations. On a aussi ce patriarcat qui est pavé de bonnes intentions, si je puis dire, avec le personnage du logeur, si je puis dire, qui lui pour le coup est un personnage qui,
encore une fois, je le disais au départ, sympathique, qui à un moment donné, lorsqu'il intervient et qu'elle lui dit qu'il y a des gens autour de chez elle en pleine nuit, et lui donc intervient et qu'il parle de cette demoiselle en détresse, qui est là pour sauver la demoiselle en détresse, qui est cette idée encore une fois que je pense qui est complètement admise, mais qu'il faut, je pense, toujours remettre en avant, de mettre la femme sur un piédestal, justement parce qu'en la mettant sur un piédestal, on l'enferme sur ce piédestal et on a notre coupe dessus. Elle est sur un piédestal, donc il convient à moi, homme, de la protéger. Et là, pour le coup, c'est très bien montré, cette idée que le patriarcat peut aussi être pavé de bonnes intentions. Mais il n'en meurt pas moins que c'est patriarcal et que c'est extrêmement agressif et misogyne. Et ce personnage-là est intéressant parce que justement, le film n'a pas ce côté ménard trash, forcément, en fait. Il n'y a pas ce côté qui est fondamentalement manichéen, si je puis dire. Non, du tout, c'est beaucoup plus nuancé que ça. Et ça montre, encore une fois, les différentes figures du patriarcat, de manière body horror, de manière biologique, de manière, encore une fois, très charnelle. Mais il le montre, encore une fois, avec moult nuances, en montrant que tout ça n'est pas si simple que ça, et que, encore une fois, parfois, le patriarcat est pavé de bonnes intentions. Et pour le coup, le film, pour ma part, en tout cas, je l'ai trouvé profondément optimiste, dans un magma, si je puis dire, pessimiste, mais en tout cas, à l'échelle de ce personnage-là, elle arrive quand même, et c'est toujours le cas chez Alex Garland, où les femmes finissent par s'affranchir, affrontent dans la douleur cette pression sociale, cette pression patriarcale, mais à terme, parviennent à se libérer, à s'affranchir. Et on a ce plan à la fin, où d'ailleurs c'est intéressant parce que c'est très ambigu, effectivement, quand sa meilleure amie vient la chercher après la nuit de cauchemar qu'elle a pu vivre, il y a certes des traces de sang, la voiture qui est cassée, qui est accidentée, mais en même temps, on ne voit pas les corps, à proprement parler, donc on ne sait pas vraiment ce qui est de l'ordre, encore une fois, de ce qui serait dans sa tête et qui serait fondamentalement un affrontement psychologique qu'elle a eu, un combat psychologique qu'elle a mené, ou si véritablement il y a un instance fantastique. Alors je pense quand même que Alex Garland tranche quand même sur le côté fantastique malgré tout, parce qu'il y a quand même cette trace de sang au sol, il y a quand même cette voiture. Est-ce qu'il y aurait qu'un personnage fondamentalement qui existe? Ça reste très ambigu et très ouvert, mais encore une fois, c'est ce que j'aime dans le film, c'est que le film, il a ce côté très cryptique quand même sur son fantastique. Certes, le discours est assez clair, assez direct, assez frontal, on est d'accord, mais je trouve que pour le coup, la gestion du fantastique est beaucoup plus subtile. Il y a fondamentalement quelque chose qui fait que Alex Garland n'est pas dans la rationalisation de ce qu'il est en train de se proposer, ce qu'il a proposé en termes de fantastique. Il laisse vraiment énormément d'ouverture, énormément place à l'interprétation de qu'est-ce que pourrait être, à l'échelle du récit, on va dire, cette instance mythologique qui est là, même s'il donne des pistes, avec, je disais tout à l'heure, je parlais d'Adam, je parlais de l'homme vert, etc. Donc des choses fondamentalement qui sont qu'on peut discerner, qu'on peut poser clairement, mais sur cette séquence de rituel notamment, c'est pas vraiment ce qu'il en est. Je pense à la séquence du tunnel qui est aussi très cryptique. Il laisse vraiment beaucoup de zones d'ombre, et ça, je trouve ça assez stimulant pour nous fans de fantastique. Je pense que le fantastique, et je le dis très souvent, il nécessite absolument une énorme part d'ombre, une part majoritaire d'ombre, et je trouve que là, il garde parfaitement ça. On reste quand même dans quelque chose d'extrêmement flou. On sait pas vraiment, encore une fois, je vous insiste sur cette idée-là que le fantastique, c'est une question de point de vue. Je vais reciter un Zventan Todorov qui pose l'idée que le fantastique, c'est l'hésitation, et là, on demeure dans l'hésitation. Parce que, je rappelle, chez Zventan Todorov, dès lors qu'on a une réponse, le fantastique cesse, et on bascule dans autre chose. Et ce que je trouve génial, c'est que là, on demeure dans cette hésitation. Hésitation qui est explicitée, qui est traduite à l'écran par l'idée qu'on est submergé, immergé dans un point de vue qui n'est pas le nôtre et qui est biaisé de la réalité, eu égard au trauma qu'a subi l'héroïne. Donc tout ça finalement est parfaitement cohérent et fait que c'est un pur récit fantastique, mais qui se permet justement graphiquement d'ouvrir la porte, de montrer le monstre sous le lit, de montrer le monstre dans le placard, et quand même cette idée que graphiquement le fantastique va se manifester. Comme on est plongé définitivement et absolument dans le point de vue de cette héroïne, eh bien on va vivre de manière viscérale, de manière purement émotionnelle, tout ce qu'elle va percevoir. Et ça, je trouve ça absolument génial. Et donc, à la fin, on demeure dans l'hésitation. Mais il ne remet jamais, à aucun moment en cause, la perception qu'Harper a de la réalité. Et ça, je trouve ça aussi très important, parce que dans une démarche féministe, il convient de poser cette idée que souvent, malheureusement, trop souvent, la parole des femmes est remise en doute, parce qu'on a cette idée, encore une fois, que le patriarcat fait foi, malheureusement. Et donc ici, l'idée, c'est de ne pas remettre en doute ce qu'elle a pu vivre. Alors, c'est, je pense, finalement assez concomitant, c'est-à-dire qu'on a cette idée que c'est un vrai film fantastique, et donc Alex Garland ne remet pas en cause l'élément fantastique, et dans une démarche féministe, on ne remet pas en cause non plus la perception
que Harper a de la réalité. Et ça, je trouve ça hyper important, et je trouve que c'est une profession de foi féministe, mais aussi une profession de foi fantastique. Voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour, en tout cas, de ce que je voulais vous dire. Ça reste encore un petit peu à chaud, ça part un petit peu dans ce sens, parce que j'avais énormément de choses à vous dire, et j'avais vraiment beaucoup envie de vous en parler quand même. Je pense que j'y reviendrai, ça va le faire, hein. On va revenir dessus à un moment donné, peut-être à la sortie physique, j'aimerais bien écrire quelque chose dessus, et faire une vidéo très écrite d'analyse. Je vais le faire, c'est certain. Mais là, je voulais vraiment vous livrer un petit peu à chaud. Puis j'en avais besoin, je pense, de sortir un petit peu tout ça, parce que je trouve le film absolument passionnant et j'avais envie de vous en parler. Donc voilà, Men, allez-y. Alors, je pense que si vous êtes resté jusqu'ici, c'est que vous y êtes déjà allé, ou alors que vous en foutez du spoiler, évidemment. Mais moi, je vous conseille d'y aller vierge de toute information. C'est un film absolument extraordinaire. C'est pour moi un chef-d'œuvre. Comme je vous l'ai dit au tout début, hein, c'est pour moi le deuxième chef-d'œuvre que je vois cette année avec le Nightmare Alley de Guillermo del Toro, dont il sera question un de ces 4 sur la chaîne. Et c'est un film absolument incroyable, et pour le coup vraiment je pense que c'est un film qui va me rester à vie. Je pense que ces séquences aimant particulièrement body horror, vous le savez, vous connaissez mon amour notamment pour Cronenberg, et toutes les questionnements sur le corps et la manière dont on peut travailler, distordre, massacrer, torturer le corps, moi c'est quelque chose qui me parle énormément. Et pour le coup vous avez des images qui sont complètement inédites, quand bien même, encore une fois, je vous parlais de Gozu de Miike, là ce qu'il en fait, il va encore plus loin, c'est une radicalité graphique absolument phénoménale. Donc Men, absolument génial, absolument nécessaire, hein, parce que j'insiste que sur le discours du film, ce que porte le film, c'est extrêmement important. C'est vraiment quelque chose qui est nécessaire, jamais encore une fois manichéen, toujours c'est fait de manière subtile et nuancée. Même si, encore une fois, le discours est très, si vous voulez, c'est pas particulièrement subtil, au sens où on comprend assez vite de quoi il est question, certes, mais je trouve que le discours, dans son contenu, est subtil. Donc c'est un très grand film, c'est un film très important. Il faut aller le découvrir absolument en salle. Il faut que ça marche, c'est important, parce que des films comme ça, c'est important. Et puis, il me tarde de voir la suite de la carrière d'Alex Garland, parce que pour le coup, pour moi, pour le moment, c'est un sans faute. Et pour le coup, là, pour moi, c'est son chef-d'œuvre à date. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous remercie de votre attention et de votre écoute. N'hésitez pas à partager en commentaire vos avis, ce sera avec grand plaisir que je vous lirai. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt. Salut!